48 heures, et tout semble déjà perdu pour Ouagadougou, comme si l'histoire se refermait d'un coup. Un ultimatum scellé aligne 5,6 milliards de dollars contre 70% de l'or national, et la logique se retourne. Et si ce compte à rebours disait surtout comment le monde traite Ibrahim Traoré et l'Afrique entière? Derrière des chiffres froids se cache peut-être la dernière marge de choix: obéir au créancier le plus puissant ou organiser une réponse qui transforme la menace financière en levier politique avant que chaque minute ne pèse sur la survie et l'avenir. Ce récit ne promet pas seulement de raconter un affrontement diplomatique tendu, il propose de décoder un mécanisme plus large: comment une menace financière, formulée comme une évidence technique, peut devenir un instrument politique capable de remodeler des équilibres régionaux entiers. Le bénéfice pour le spectateur est clair en une phrase: comprendre comment la contrainte économique se transforme en choix stratégique. À première vue, l'affaire ressemble à une négociation de dettes parmi d'autres, rythmée par des chiffres, des délais et des communiqués feutrés. Pourtant, chaque élément engage des enjeux qui dépassent largement le Burkina Faso: la crédibilité des institutions internationales, la capacité d'un État enclavé à contrôler ses ressources et la réaction en chaîne possible dans tout le Sahel. Ce qui est en jeu, ce n'est donc pas uniquement un remboursement ou un défaut, c'est la frontière entre survie immédiate et projection à long terme, entre obéissance contrainte et redéfinition de souveraineté. Comprendre cette bascule permet de lire différemment les événements à venir, au-delà des discours officiels et des chiffres bruts. La révélation arrive sans bruit, mais avec un chiffre qui change tout. En moins de 72 heures, près de 70% du potentiel aurifère stratégique du pays se retrouve au centre d'un bras de fer diplomatique d'ampleur mondiale. Ce détail, apparemment technique, explique pourquoi la pression s'abat soudainement sur Ouagadougou et pourquoi la figure d'Ibrahim Traoré devient centrale dès les premières heures. Pour comprendre, il faut revenir au décor initial. Avant l'ultimatum, le Burkina Faso évoluait dans une routine fragile: une production d'or élevée, mais largement contrôlée par des concessions étrangères, des flux financiers dépendants du système monétaire hérité et une stabilité présentée comme normale parce qu'elle restait prévisible pour les créanciers. L'équilibre semblait tenir, mais il reposait sur une délégation quasi totale du contrôle réel des ressources. La mini-révélation tient à un enchaînement discret. Des données géologiques internes signalent un potentiel bien supérieur à ce qui était officiellement exploité. Presque simultanément, une activité satellitaire inhabituelle attire l'attention de plusieurs chancelleries occidentales. En quelques heures, l'information circule dans des cercles fermés, puis remonte jusqu'aux capitales financières. Ce qui apparaissait comme un pays périphérique devient soudain un nœud stratégique. À partir de là, la logique change. L'ultimatum n'est plus seulement une demande de remboursement, mais une tentative de reprise de contrôle préventive. Le calendrier serré, les montants alignés et le ton employé signalent une urgence qui dépasse la simple orthodoxie budgétaire. Ibrahim Traoré se retrouve alors face à une équation asymétrique: céder rapidement pour préserver une stabilité apparente, ou ralentir volontairement le processus au risque d'un affrontement ouvert. Ce contexte éclaire la suite du récit. La pression n'est pas improvisée et la réponse ne peut pas être improvisée non plus. Tout ce qui va suivre découle de ce moment précis où l'information, le temps et la souveraineté se télescopent. Pour saisir les effets immédiats de la décision, il faut quitter les salles de réunion et regarder comment la tension se diffuse sur le terrain. Les premières heures montrent que la crise ne reste jamais confinée au sommet de l'État. Elle circule, se transforme et prend corps dans des lieux ordinaires, révélant l'ampleur réelle de l'enjeu. À l'ouest du pays, dans une mine en activité, les machines s'arrêtent brièvement.
Les ouvriers se regroupent autour des radios locales, attentifs à des fragments d'informations encore confus. Les discussions sont sobres, presque prudentes. La crainte est là, mais elle cohabite avec une perception nouvelle. La décision en cours dépasse la production du jour et touche à l'autonomie collective. Le travail reprend, mais l'atmosphère a changé, marquée par une attente dense. Dans les universités, le mouvement est différent. Des groupes d'étudiants improvisent des débats, confrontant rumeurs et analyses. Les réseaux sociaux relaient chaque mot, chaque hypothèse. Il ne s'agit pas de panique, mais d'une prise de conscience soudaine que le pays pourrait infléchir sa trajectoire. Les termes de souveraineté, de ressources et de dépendance, longtemps abstraits, entrent brutalement dans le langage courant. Ces scènes éloignées les unes des autres partagent un même fil conducteur. La décision politique agit comme un signal révélant une tension psychologique plus profonde que la seule dimension économique. Le choix posé au sommet commence déjà à produire des effets sociaux mesurables bien avant toute annonce officielle. So what? Une décision financière devient immédiatement une question collective. Avant l'ultimatum, la mécanique semblait huilée, presque invisible. Les exportations d'or suivaient un circuit connu, les données minières restaient accessibles à des partenaires étrangers et les décisions stratégiques se prenaient dans un cadre balisé par des accords anciens. La souveraineté existait en théorie, mais elle se diluait dans des procédures héritées. Après l'ultimatum, cette continuité se brise en quelques heures, comme si une routine silencieuse révélait soudain ses engrenages. Dès l'aube, un premier geste, technique en apparence, marque la rupture. Les accès étrangers aux bases de données minières sont coupés sans préavis. Aucun communiqué, aucun délai négocié. Les serveurs sont isolés, les passerelles verrouillées. Ce choix n'est pas spectaculaire, mais il est lourd de sens. Pour la première fois, l'information stratégique cesse de circuler hors du contrôle national. La décision signale que la réponse ne sera pas seulement verbale. Peu après, l'armée reçoit des instructions précises. Les axes menant aux sites aurifères sont sécurisés, des périmètres sont établis et les mouvements de matériel sont strictement contrôlés. Là encore, le ton reste mesuré, presque administratif. Pourtant, sur le terrain, chacun comprend que l'on est passé d'une phase de précaution à une phase d'affirmation. La protection des ressources devient une priorité opérationnelle. En milieu de matinée, le pays entre dans un état d'alerte discret. Pas de sirène, pas de mobilisation visible des foules. Des barrages apparaissent au carrefour stratégique et les responsables locaux reçoivent des consignes claires. Les mines se transforment en espaces sous contrôle renforcé. Ce déploiement silencieux traduit une volonté de tenir sans provoquer, de résister sans théâtraliser. À la mi-journée, une nouvelle couche s'ajoute. Des unités spécialisées, constituées dans la discrétion, sont chargées d'assurer la garde rapprochée des gisements les plus sensibles. Elles opèrent sans insigne, avec un mandat unique, empêcher toute fuite de ressources ou d'informations. L'atmosphère nationale se densifie. On ne parle plus d'une simple pression financière, mais d'une organisation méthodique de la réponse. Le point de bascule survient le lendemain. La télévision nationale interrompt ses programmes. L'écran devient noir quelques secondes, puis la silhouette d'Ibrahim Traoré apparaît, dossier scellé en main. Sa déclaration est brève, sans emphase, mais elle agit comme une onde de choc. Elle reformule l'ultimatum non comme une demande économique, mais comme une tentative d'intimidation. À cet instant précis, le récit change de nature. Les répliques ne se font pas attendre, dans les rues, des slogans apparaissent. Dans la région, les réactions s'enchaînent. Des capitales voisines expriment leur soutien, proposent une assistance logistique ou sécuritaire. Une dynamique collective commence à prendre forme,
esquissant ce qui deviendra le bouclier AES. Ce qui était un face-à-face se transforme progressivement en configuration régionale. Cette séquence impose une conclusion provisoire. La ligne des événements montre que la réponse n'a pas été improvisée, mais construite par paliers, chaque geste préparant le suivant. Le refus n'est pas un instant de bravade, c'est une architecture. Et une fois enclenchée, cette architecture devient difficile à démanteler. La ligne de base est claire et mesurable. Avant la rupture, le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, une ressource qui représentait près de 14% du PIB national et plus de 70% des exportations. Ces chiffres donnaient l'illusion d'une puissance minière solide. Pourtant, la majeure partie de la valeur échappait au pays, absorbée par des commissions, des contrats de services et des mécanismes financiers externalisés. Le volume était élevé, le contrôle limité. Après la décision portée par Ibrahim Traoré, la trajectoire se déplace brutalement. Premier indicateur, une baisse temporaire de 18% des volumes produits. Pris isolément, ce chiffre alimente immédiatement les discours alarmistes. Il est présenté comme la preuve d'un affaiblissement économique, voire d'une mauvaise gestion. Mais replacé dans la séquence complète, il raconte autre chose. Cette diminution correspond à une phase de transition, marquée par la reprise en main des opérations et la renégociation des chaînes de production. Deuxième indicateur, la structure des revenus. Avant la rupture, les recettes nettes issues de l'or étaient estimées autour de 1,2 milliard de dollars par an. Après la réorganisation accélérée et l'effacement de plusieurs intermédiaires étrangers, les revenus domestiques atteignent environ 2,4 milliards de dollars, soit un doublement en quelques mois, en quelques mois. Le pays extrait moins mais conserve davantage. La logique n'est plus l'optimisation du volume, mais celle de la rente contrôlée. Troisième indicateur, les flux financiers. Les transactions internationales, autrefois massivement dépendantes du système monétaire hérité, migrent vers de nouveaux vecteurs. En moins de 100 jours, près de 62% des paiements extérieurs passent par des alternatives numériques et régionales. Ce glissement est technique, mais son effet est politique. Il réduit la vulnérabilité immédiate aux pressions extérieures et modifie la hiérarchie des leviers de contrainte. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une bascule structurelle. La baisse initiale de production n'est pas un effondrement, mais le coût d'un changement de modèle. Le gain de revenus n'est pas un miracle, mais le résultat mécanique d'une réallocation de la valeur. La diversification des paiements n'est pas une fuite, mais une stratégie de contournement assumée. Les critiques soulignent à juste titre les risques. Les chaînes d'approvisionnement sont plus lentes, certains équipements deviennent plus coûteux et les réserves de change subissent une pression réelle. Mais les données disponibles montrent aussi une capacité d'absorption inattendue. L'État augmente ses investissements publics, les secteurs non miniers reçoivent de nouveaux financements et la stabilité interne se maintient malgré les prévisions pessimistes. La preuve quantitative ne tranche pas un débat idéologique, elle impose un constat plus nuancé. La décision ne supprime pas les contraintes, elle les redistribue. Elle transforme une dépendance invisible en tension visible, mais aussi en marge de manœuvre mesurable. C'est dans cet espace, étroit mais réel, que se joue la suite de la trajectoire. Deux interprétations s'affrontent désormais avec une intensité rare, chacune s'appuyant sur des arguments cohérents et des indicateurs précis. La première, largement portée par des analystes financiers occidentaux, affirme que la stratégie engagée conduit inévitablement à l'isolement. Selon cette lecture, la baisse temporaire de production, la pression sur les réserves de change et la complexité accrue des importations signalent un affaiblissement structurel. La rupture avec des institutions centrales serait un pari dangereux.
où la souveraineté affichée masquerait une fragilisation progressive de l'économie réelle. La seconde lecture, défendue par de nombreux économistes africains, part d'un diagnostic différent. Pour eux, les mêmes chiffres y racontent une transition attendue. La contraction initiale de l'activité minière est interprétée comme un coût d'ajustement, non comme une dérive. Il rappelle que des décennies de dépendance monétaire n'ont pas produit d'autonomie durable et que la stabilité vantée auparavant reposait sur une extraction de valeurs défavorables. Dans cette perspective, les tensions actuelles seraient à le prix à payer pour une réorientation structurelle assumée. Ces deux thèses méritent d'être prises au sérieux. La première souligne des risques concrets: ralentissement des chaînes d'approvisionnement, hausse des coûts énergétiques, incertitude pour certains acteurs privés. La seconde insiste sur des gains moins visibles à court terme: contrôle accru des flux, réallocation interne de la valeur, capacité nouvelle à négocier depuis une position moins asymétrique. Le débat ne se réduit donc pas à une opposition idéologique, mais à une divergence de temporalité. C'est ici que les faits du terrain introduisent une nuance décisive. Malgré les pressions, l'économie ne s'effondre pas. Les investissements publics augmentent, les alternatives de paiement se consolident et la coordination régionale progresse. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la stratégie ne se présente pas comme une fuite en avant, mais comme une tentative de déplacer le centre de gravité du risque. Le Stillman révèle ainsi un paradoxe central. Les critiques résonnent en termes de stabilité immédiate, les défenseurs en termes de trajectoire historique. Entre les deux, la réalité avance, imparfaite, contrainte, mais toujours opérationnelle. C'est dans cet intervalle que se joue la crédibilité de l'expérience en cours. Ce qui se dévoile à ce stade, c'est que le conflit a changé de nature sans l'annoncer explicitement. Il ne s'agit plus seulement d'un désaccord financier ou d'un bras de fer technique autour de chiffres contestés. La séquence révèle un affrontement idéologique où deux visions du monde s'opposent sans employer les mêmes mots. D'un côté, une logique de conformité fondée sur des règles héritées et présentées comme neutres. De l'autre, une logique de réappropriation qui accepte le coût immédiat pour modifier le rapport de force à long terme. La révélation tient dans un détail souvent négligé: la rapidité avec laquelle les réactions régionales s'alignent. Ce soutien n'est pas improvisé. Il indique que l'événement était attendu, observé, presque préparé mentalement par d'autres États confrontés aux mêmes contraintes. Le Burkina Faso devient alors un révélateur plus qu'une exception, un point de cristallisation pour des frustrations accumulées. À ce moment précis, le rôle d'Ibrahim Traoré se redéfinit. Il n'est plus seulement l'exécutant d'une décision nationale, mais le point de convergence d'une attente plus large. Ses paroles, sobres et calculées, servent moins à convaincre qu'à signaler une direction. La dette cesse d'être le sujet central. La question devient celle de la légitimité à fixer les règles. À partir de là, le retour à l'état antérieur devient hautement improbable. Les effets de la décision se déploient en plusieurs cercles distincts, chacun révélant une transformation tangible du paysage régional et interne. Ce qui apparaissait comme un simple refus d'ultimatum devient une reconfiguration progressive des rapports économiques, sociaux et géopolitiques. Pour les États du Sahel, l'impact est d'abord symbolique, puis opérationnel. Le Mali, le Niger et la Guinée observent la posture d'Ibrahim Traoré comme un précédent. La coordination sécuritaire se renforce, des mécanismes de partage d'informations se mettent en place et des soutiens logistiques sont annoncés. Le bouclier AES, encore informel, commence à fonctionner comme une ligne rouge collective. L'idée qu'un pays enclavé puisse tenir tête à une pression coordonnée sans s'effondrer modifie les calculs stratégiques régionaux. Pour l'économie intérieure du Burkina Faso, la rupture ouvre un espace inédit.
les sociétés minières nationales gagnent en visibilité et en marge de manœuvre. Une part accrue de l'or extrait reste dans le pays, permettant aux flux financiers de circuler localement. Les investissements publics augmentent dans les infrastructures et l'agriculture, soutenant des secteurs longtemps négligés. La transition est heurtée, mais elle crée une dynamique interne où la valeur produite alimente davantage l'économie domestique. Du côté de la société civile, l'effet est plus diffus mais profondément structurant. Dans les rues, les universités et les médias communautaires, le discours change. Les débats sur la souveraineté et la gestion des ressources deviennent centraux. Les frustrations sociales ne disparaissent pas, mais elles se réorganisent autour d'un projet collectif identifiable. La figure d'Ibrahim Traoré acquiert alors une dimension symbolique, non comme un héros, mais comme un repère autour duquel se cristallise un sentiment de trajectoire partagée. À l'échelle du positionnement géopolitique, la décision redessine les lignes. Les États-Unis parlent d'hostilité, la France évoque une rupture stratégique et les institutions financières internationales révisent leurs indicateurs de risque. En parallèle, dans les cercles de réflexion africains, une autre lecture s'impose progressivement. Si le Burkina Faso peut s'extraire partiellement d'un système monétaire global sans imploser, alors le modèle dominant devient contestable. Cette onde idéologique dépasse largement le Sahel. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent que l'impact n'est ni ponctuel ni limité. Il s'inscrit dans une dynamique cumulative où chaque niveau renforce l'autre. La décision initiale cesse d'être un événement isolé pour devenir un déplacement durable de la ligne rouge régionale. Les mois à venir ne dessinent pas un futur unique, mais un champ de force où plusieurs trajectoires qui coexistent. Comprendre ces scénarios permet de lire les décisions quotidiennes non comme des gestes isolés, mais comme des choix d'orientation cumulés. Scénario de base. Le Burkina Faso maintient une croissance modérée, autour de quelques points, portée par la consolidation progressive des mécanismes internes et par une coopération régionale plus dense. Les pressions extérieures persistent, mais restent ciblées. Restrictions financières sélectives, vigilance accrue des marchés, discours dissuasif. Dans ce cadre, l'État avance prudemment, arbitre entre résistance politique et gestion technique et cherche à stabiliser les flux essentiels. Ibrahim Traoré conserve un rôle d'équilibriste moins mobilisateur que gestionnaire, veillant à ce que la tension ne se transforme pas en asphyxie. Scénario optimiste. Une fenêtre d'opportunité s'ouvre grâce à des partenariats extra-occidentaux et à une coordination régionale plus structurée. Les investissements dans les infrastructures minières, agricoles et énergétiques accélèrent la transformation productive. Les échanges régionaux gagnent en fluidité, réduisant la dépendance aux circuits traditionnels. Le Burkina Faso devient alors un pôle alternatif crédible, capable d'entraîner ses voisins dans une dynamique de co-développement. Le risque demeure, mais il est amorti par une diversification réelle des appuis et par une montée en compétences internes. Scénario pessimiste. Les puissances opposées choisissent l'escalade, les restrictions financières s'élargissent, les flux commerciaux se contractent et les alternatives de paiement sont entravées. La production ralentit davantage, la pression sociale augmente et les marges budgétaires se réduisent. Le gouvernement doit arbitrer dans l'urgence entre maintien de la fermeté et concession tactique. L'unité nationale est mise à l'épreuve et la trajectoire devient plus heurtée sans garantie de stabilité à court terme. Au-delà de ces projections, une recommandation de lecture s'impose. Il ne faut pas considérer ces scénarios comme exclusifs, mais comme des forces simultanées. À tout moment, une décision peut renforcer l'une ou affaiblir l'autre.
La trajectoire finale dépendra moins des annonces spectaculaires que de la capacité à tenir un cap jour après jour dans un environnement contraint. À ce stade, l'affaire dépasse le cadre d'un pays ou d'une région et touche directement ceux qui l'observent. Selon le profil du public, les répercussions ne se listiquaient pas de la même manière, mais elles convergent vers une même interrogation. Comment ces dynamiques modifient-elles la compréhension du monde contemporain? Pour le groupe A, composé de spectateurs suivant l'actualité internationale sans expertise technique, cette crise agit comme une porte d'entrée pédagogique. Elle montre comment un document diplomatique, quelques chiffres et un calendrier serré peuvent provoquer des recompositions régionales. L'événement rend visible des mécanismes souvent abstraits, dépendance financière, pression monétaire et pouvoir de la narration politique. Pour ce public, comprendre ces enchaînements permet de lire d'autres crises avec plus de recul. Pour le groupe B, étudiants et professionnels de l'économie, des relations internationales ou de la géopolitique, le cas burkinabé devient un laboratoire à ciel ouvert. Il offre un exemple concret de rupture partielle avec un système monétaire dominant, de gestion de sanctions implicites et de construction d'alternatives régionales. Suivre les données, comparer les séquences et analyser les discours permet d'aller au-delà des modèles théoriques habituels. Pour le groupe C, plus directement concerné par les questions de souveraineté et de justice économique, l'impact est plus personnel. L'expérience du Burkina Faso alimente une réflexion sur la capacité des États à reprendre la main sur leurs ressources, mais aussi sur les coûts sociaux et politiques de tels choix. Elle rappelle que la souveraineté n'est jamais gratuite et qu'elle se construit dans la durée, quel que soit le point d'entrée. Cette séquence invite le spectateur à observer plus attentivement les liens entre économie, pouvoir et récit. Elle montre que les décisions lointaines produisent des effets cognitifs immédiats, modifiant la manière dont chacun interprète les rapports de force globaux. À ce stade, la question n'est plus de savoir s'il fallait résister, mais comment structurer cette résistance dans le temps. Sans organisation, l'élan initial s'érode. La stratégie associée à Ibrahim Traoré s'oriente donc vers une feuille de route lisible, articulée autour d'actions séquencées, mesurables et réversibles si nécessaire. Première étape, reprendre le contrôle opérationnel. La nationalisation progressive du secteur minier vise à sécuriser les flux physiques et informationnels. L'objectif n'est pas seulement juridique, mais fonctionnel. Savoir qui extrait, à quel coût et avec quelles retombées internes. Les indicateurs portent sur la part de valeur conservée localement et sur la continuité de production. Deuxième étape, diversifier les vecteurs économiques essentiels. La réduction de la dépendance aux circuits financiers traditionnels passe par l'activation de mécanismes régionaux et numériques. Cette transition est suivie à l'aide de ratios simples, part des échanges réalisés hors des canaux classiques, délai de transaction et stabilité des paiements critiques. Troisième étape, sécuriser l'énergie et les infrastructures clés. Les projets solaires et de production locale visent à amortir les chocs extérieurs. Ici, la mesure était pragmatique. Capacité installée, continuité d'approvisionnement et coût moyen pour les acteurs économiques. Quatrième étape, consolider l'ancrage régional. La coordination avec les partenaires du Sahel transforme une posture nationale en architecture collective. Les critères de suivi portent sur la fréquence des coopérations, la mutualisation logistique et la cohérence des positions diplomatiques. Cinquième étape, investir dans le capital humain. Formation technique, réforme administrative et renforcement judiciaire conditionnent la durabilité de l'ensemble. La souveraineté n'a de sens que si elle améliore concrètement les trajectoires individuelles. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit un cadre d'action. La différence est essentielle. La résistance cesse d'être un slogan pour devenir une méthode pilotée.
Dans le retour à un calme relatif, une image persiste, comme un écho discret des premiers jours. Celle des ouvriers à l'ouest du pays, arrêtant leurs machines quelques minutes pour écouter les annonces venues de la capitale. Ce geste simple, presque banal, devient un symbole rétrospectif. Il rappelle que la crise ne s'est jamais jouée uniquement dans les télégrammes scellés ou les salles de négociation, mais dans des lieux ordinaires où l'avenir prenait soudain une autre épaisseur. Ce motif éclaire la posture d'Ibrahim Traoré sous un angle différent. Il n'apparaît pas comme une figure héroïsée, mais comme un point de fixation autour duquel des décisions abstraites prennent un sens concret. Dans les mines, les universités ou les rues, la question n'était pas celle d'un discours, mais d'une orientation. Continuer comme avant ou accepter l'incertitude d'un chemin nouveau. La force de cette séquence tient précisément là. La résistance n'a pas été un slogan répété, mais une présence continue ressentie dans le quotidien. Elle a transformé une menace extérieure en moment de clarification interne. Fragile, incomplète, parfois contradictoire, cette dynamique a néanmoins déplacé quelque chose de durable. Une phrase résume ce retour en boucle. La dignité devient une pratique, pas un mot. C'est cette trace plus que les chiffres ou les communiqués que l'histoire retiendra peut-être. Cette histoire ne se referme pas avec une décision politique ou un discours marquant. Elle ouvre plutôt un espace de réflexion plus large sur la manière dont les nations, grandes ou petites, négocient à leur place dans un système mondial contraignant. Le cas du Burkina Faso rappelle qu'un rapport de force n'est jamais figé et que les règles présentées comme immuables peuvent être contestées, parfois au prix d'une instabilité assumée. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer à une position particulière, ni de transformer ce récit en modèle universel. Il s'agit de comprendre les mécanismes à l'œuvre, comment une contrainte financière devient un levier politique, comment un choix local produit des effets régionaux, et comment le récit qui entoure ces choix influence leur réception internationale. Observer ces dynamiques permet de mieux lire d'autres situations comparables, au-delà du Sahel. La question qui demeure est volontairement ouverte. Dans un monde interdépendant, jusqu'où une société peut-elle défendre sa dignité sans s'isoler et comment transformer cette défense en coopération durable plutôt qu'en confrontation permanente? La réponse ne se trouve pas dans un cas unique, mais dans la manière dont ces expériences sont analysées, comparées et discutées collectivement.